Bienvenue sur Mindset le média, le podcast vidéo de la réussite des dirigeants et de leur entreprise. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Steve Dykes. Bonjour Steve. Bonjour Tim. Je suis ravi de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci de t'être déplacé. Alors Steve, la première question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, Steve Dykes. Je suis le leader du business et les pays de Decathlon. Ça fait 25 ans que j'ai travaillé chez Decathlon. Je suis un passionné de sport. Avant Decathlon, j'étais un joueur professionnel de football dans ma ville de naissance à Wigan. Et je me suis blessé, je me suis cassé les ligaments à l'âge de 20 ans. Mais j'ai réussi à joindre ma passion pour le sport avec Decathlon. Et oui, c'est maintenant 25 ans. Et parmi ces 25 ans, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses très, très différentes. On les appelle les zigzags and turn. Et en commençant par le magasin, mais j'ai choisi pas mal de projets internes, et comme le responsable de travaux, responsable paye. J'ai fait aussi transport, chef de produit. Plein de choses différentes. Ouais. Et si on se penche 2 secondes, tu as commencé, donc ça c'est assez étonnant, tu as été footballeur professionnel pendant combien de temps ? Donc c'était 2 ans, en fait. J'ai commencé le foot à l'âge de 8 ans. Et à l'âge de 16 ans, après l'école, j'ai eu la chance de jouer professionnellement. C'était ma carrière. Même si mes professeurs à l'époque, ils ont dit que c'était pas une carrière stable, c'était vraiment mon ambition, c'était ma passion. Et je voulais oser. Et pendant ces 2 ans, j'ai vécu une période magnifique. Mais dans les années 80-90, ça montre mon âge, la technologie au niveau des ligaments, les blessures n'étaient pas comme aujourd'hui. Et j'ai dû finir à l'âge de 20 ans. Ah, tu t'es blessé en fait ? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Donc, à ce moment-là, il faut vraiment réfléchir, parce que si tu focalises dans quelque chose et après, tout de suite, ça arrête. J'ai pris un peu de temps de vraiment réfléchir qu'est-ce que je vais faire après. Et j'ai fait des études, je suis allé Tu es arrivé en France à ce moment-là ? Oui, tout à fait. J'ai fait des études aussi en France. Je suis devenu un professeur d'anglais à Lyon 3. À Lyon. À Lyon, oui. J'ai rencontré ma future femme et elle m'a donné un livre à cette époque-là. Et ce livre, c'est un livre danois qui s'appelle Stolen Spring. Et ça parle de quelqu'un qui va toujours dans une institution, à l'école ou bien à l'université. Et il ne voit pas le monde. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de voir le monde. Je comprends. Et il y avait en 98, à ce moment-là, il y avait le Coupe du Monde de France, que France a gagné. Et j'ai fait ma candidature à FIFA. Et je suis devenu un speaker dans le stade. Excellent. Et aussi un traducteur. Et ça a ouvert un peu les champs de possibilités, le potentiel. Et j'ai décidé à ce moment-là de faire d'autres choses. Et Decathlon m'a trouvé. C'est Decathlon qui t'a trouvé ou c'est toi qui les as trouvés ? Comment ça s'est En fait, passé ? j'avais déjà un ami qui travaillait là-bas. Il disait que c'était le bon moment de faire la candidature parce qu'il y avait des possibilités partout dans le monde, surtout en Angleterre. Il fallait commencer dans le magasin pour bien connaître le client. Et j'ai fait ça en tant que responsable de rayon pendant 2 ans, après directeur de magasin. Comme je disais, j'ai fait chef de produit, j'ai fait chef de marché, responsable de paie en Inde et en Angleterre. Et plus récemment, à côté du nouveau CEO pendant 2 ans maintenant, en tant que Chief Retail Officer. Chez Decathlon. Super. Merci beaucoup pour cette première présentation. On va parler de Decathlon évidemment beaucoup. Alors, quelle est la deuxième question ? Quelle est ta définition, toi, Steve, du mindset ? C'est une bonne question. En anglais, il y a le mind et set, et ça, c'est préparer l'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. C'est l'attitude mentale que je trouve très, très important dans le sport et aussi le business.
ça peut faire vraiment la différence. Et comment tu peux utiliser le pouvoir mental face à des opportunités et aussi des challenges. Donc, je crois que le mindset est souvent le plus important dans beaucoup de situations. D'accord. Et moi, ce qui m'a frappé quand on avait créé le think tank ensemble du Mindset Project, c'est que donc, même en anglais, tu écrivais « mind » d'un côté et « set » de l'autre. Oui, oui. Donc, il montre bien la façon dont la tête est programmée et avec deux choses différentes et deux pieds. Tout à fait. Et donc, je trouve que c'est une définition qui est très intéressante parce que même en anglais, moi, j'aime pas la définition état d'esprit en français. Je trouve que c'est mal traduit. C'est peut-être mentalité ou état mental. État mental, voilà. Oui. Mais compliqué comme... Et la force mentale. Exactement. Oui. Ok, merci beaucoup pour cette réponse, cette définition du mindset. Et alors, le mindset de Steve, c'est quoi ? Je crois que c'est très positif. Je dis en anglais le can-do attitude. Oui. Je pense que ça m'a aidé dans le sport et aussi dans le business. Je crois aussi que j'ai un mindset d'équipe. Et je pense que ça revient encore avec le sport. Le football, c'est super parce que c'est un sport individuel et aussi un sport collectif. Donc, je pense que j'ai toujours ce mindset collectif. Oui. Mais aussi avec une sorte de can-do attitude, jouer pour gagner, oser et se jeter dans la piscine au lieu de regarder l'eau. Donc je pense que c'est ça mon attitude. Ok, et quand tu dis que le foot est un sport aussi individuel, c'est surprenant. Comment ça ? Individuel, collectif, tout le monde le sait, mais individuel ? Oui, tout à fait. Je pense que si on prend un des meilleurs joueurs, mon joueur favori, c'est Lionel Messi. Ok. Il a un rôle dans l'équipe. Ouais. Mais ce n'est pas un robot. Il a vraiment sa façon de se jouer et sa façon de préparer qui est très individuelle. Okay. Et face à un adversaire, il doit jouer avec ses talents individuels. Mais il est capitaine, il a un rôle pour jouer pour l'équipe aussi. Donc, je crois que c'est les deux choses. D'accord, donc il y a une dualité par exemple dans le sport du foot où il y a bien aussi de l'individuel et pas que du collectif. Tout à fait, oui. Et je pense que c'est un équilibre entre les deux parce que si tu es trop individuel, je pense que ça ne marche pas pour l'équipe. Mais aussi si tu n'es vraiment pas différent et tu n'as pas vraiment ta force, eh bien tes talents dans le match, ça peut être aussi moyennisant. Donc, bien sûr. Je crois que c'est les deux. Il y a un exemple que j'aime bien donner, moi, sur le mindset, c'est par exemple le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui depuis plusieurs années a été racheté, comme on le sait, qui a acheté des joueurs exceptionnels et qui ont des individualités extraordinaires, mais qui collectivement ne marche pas. Tout à fait. Et est-ce que c'est pas un désalignement où finalement les hard skills et les soft skills sont bonnes individuellement, mais que leur mindset n'est pas compatible, il n'y a pas de culture et il n'y a pas de sentiment d'appartenance et c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, je crois que tu as vraiment raison avec ça. Et avec le sport, il y a beaucoup de parallèles entre le sport et le business, mais on sait que si c'est que des individuels et on n'a pas cet équilibre de se battre pour l'équipe aussi, le collectif ne marche plus. Mon équipe favorite, c'est Liverpool et je crois que le coach, il a trouvé vraiment des joueurs qui sont excellents techniquement au niveau individuel, mais ils se battent pour chacun et ensemble, ils arrivent à faire plus que l'individualité. D'accord, ok, très bien. C'est quoi ta définition de la culture de l'entreprise ? C'est une bonne question et on parle souvent chez Decathlon, la culture c'est très important. Donc c'est l'ADN, c'est le code génétique. C'est des rituels, c'est des comportements entre les gens. C'est souvent pas écrit, mais c'est souvent vécu. J'aime bien cette expression que la culture mange la stratégie pour le petit déjeuner. Et on sait la stratégie, c'est écrit, c'est assez précis, et c'est une direction à suivre. Mais la culture, comment les gens ils vivent ça tous les jours, avec le rituel, leur façon de comporter,
Ça, c'est la culture pour moi. La façon de se comporter, même quand on n'a pas d'instruction, en fait. Tout à fait. Ok. Ok. Et donc, si maintenant qu'on a la définition de la culture, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est pour moi, Decathlon est une des marques françaises, européennes, voire mondiales, qui a une culture hyper forte. Oui. Et il y a même des gens avec sarcasme qui disent mais c'est plus une entreprise, c'est autre chose, quoi. Oui. Donc, comment est-ce que tu qualifierais, si on rentre dans le détail, et concrètement, quelle est la culture de Decathlon et comment elle s'incarne au quotidien, et est-ce qu'elle a changé entre quand tu es rentré chez Decathlon et aujourd'hui, par exemple? Oui, on reste toujours agile, donc je pense qu'il y a toujours des petits changements, mais il y a des éléments qui restent très importants. Très fort. L'engagement local, la responsabilité locale. Ok. Quand j'ai commencé chez Decathlon, et je suis devenu un directeur de magasin, un magasin qui fait 20 millions d'euros. Centaines de coéquipiers. Et ça, c'était à Stockport, à Manchester. À Manchester, oui, près de ma ville de naissance. J'avais toujours cet esprit que c'était mon entreprise. Et dans l'esprit de subsidiarité, le fondateur Michel Leclerc, il voulait vraiment pousser cet engagement local et comment les gens ils peuvent apprendre à pêcher localement au lieu de quelqu'un qui jette les pêches. Comme une entreprise centrale. Ou qui jette le filet, même filet. Exactement, okay. Et les poissons qui jettent les poissons. Et j'aime bien cette expression parce que ça montre que on y croit dans cet engagement local. Okay. Et tous les jours, on a 100 000 collaborateurs. Il y a des gens qui prennent les décisions avec leurs responsabilités locales devant le client et ils assument leurs responsabilités. Donc ça, c'est très fort dans notre ADN. Donc, si je reformule, on est dans le ownership, dans l'autonomie et dans la compréhension du business local, et on agit en tant que patron comme si c'était sa propre boîte. C'est bien ça. Tout à fait. Donc ça, c'est un point saillant de la culture. Oui, et vraiment oser jouer pour gagner pour le client local, choisir les sports pertinents, comprendre vraiment sur le terrain qu'est-ce que les gens veulent localement. Et si c'est une décision réversible, je peux le faire aujourd'hui et demain, ça ne marche pas. Donc, je peux le changer. Allez-y très rapidement. Avoir un contexte local pour comprendre comment ça marche avec ton bilan et ton contexte. Donc, tout c'est orienté pour vraiment être engagé. Et chaque fois qu'on fait des études, le niveau d'engagement partout dans le monde est très élevé. Okay. Il y a plus de 90% des gens chez Decathlon qui disent oui, je suis engagé. Et peut-être ça revient à ton phrase que c'est comme une religion. C'est pas forcément ça, mais je crois que les gens ils y croient dans cet esprit de subsidiarité et engagement local. Ok, donc l'engagement local, c'est quelque chose de très fort. Est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, d'autres valeurs ou d'autres points saillants qui te viennent à l'esprit quand on parle de la culture de Decathlon? Oui, je pense qu'il y a pas mal de contrastes chez nous. En fait, il y a l'obsession du 5 mm, on dit en interne. 5 mm? Oui, c'est le linéaire et c'est le détail pour le client. Et le 5 ans. D'avoir cette vision. Donc, c'est vraiment un contraste. Et comment on peut, en tant que leader, jouer avec ces contrastes? Il y a le court terme et le long terme. Il y a aussi l'élément d'exigence et bénévolence. Et c'est aussi un contraste. Exigence et bienveillance. Bienveillance. Benevolence en anglais. Et bienveillance. Et ça, c'est un management et un leadership très fort. Si les choses ne vont pas très bien, comment on peut prendre soin des gens, avoir cette bienveillance, et quand ça va très bien, comment on peut être plus exigeant parce que le client est exigeant. Et en leadership, on essaie d'avoir le bon équilibre entre toujours la balance. La balance entre les deux. Et c'est les contrastes parfois. Il y a un élément de autonomie et responsabilité. Donc une sorte de liberté d'action et une responsabilité pour les résultats de ta boîte. Okay. Il y a le prix qui est le plus accessible ou bien affordable
avec une technicité. Oui. Et ce n'est pas que les premiers prix. Mais comment on peut le combinaison que c'est un produit hyper technique, mais on fait à un prix qui est vraiment un des meilleurs de marché. Donc, cette combinaison des deux, donc prix et technique. Donc, je trouve que c'est cette agilité avec les contrastes qui nous aide dans notre culture. Ok. Et si on prend donc plusieurs pays dans lesquels tu as travaillé, l'Angleterre pour commencer, ensuite la France, après l'Inde, pays qui nous est cher, est-ce que la culture de Decathlon s'est incarnée de façon assez différente d'un pays à l'autre? Oui, en fait, la culture, on essaie d'avoir certains éléments qui sont constants. Ok. Mais c'est vrai que la façon qu'on aborde chaque pays, comme c'est très local, il y a toujours une sorte de parfum local. Ok. Mais il y a des éléments comme la bienveillance et l'exigence dans le management, ou bien le 5 mm, le 5 ans, ça reste assez constant. Ok. Mais souvent, dans chaque pays, surtout l'Inde, qui est extrêmement différent, il faut une approche différente, il faut un mindset différent pour s'adapter à une population qui est aussi différente. Je comprends. Donc, et si justement on parle du mindset, c'est quoi le mindset recherché, par exemple, pour les collaborateurs d'aujourd'hui et de demain chez Decathlon? Je crois que cette mindset vers le client est toujours positif. On aime bien qu'on prend soin et on est customer-centric, donc comment on peut avoir un focus vers le client. Je pense qu'on aime bien en interne jouer pour gagner. Ok. Donc compétitif. Compétitif, mais pas juste pour défendre. Donc oser prendre des risques. On aime bien cette agilité dans les gens. Donc comment on peut avoir cette expression aussi que construire le pont au même temps qu'on traverse la rivière. Okay. C'est pas juste de faire quelque chose très très beau. En fait, la perfection, c'est l'ennemi du bien. Oui. Et comment on peut faire très bien chez Decathlon. Donc, dans les entretiens, je m'en souviens en Inde, on avait un entretien sportif, juste pour voir les éléments, pas pour voir les meilleurs joueurs, mais pour voir des soft skills et des hard skills, comment on peut voir ça dans les gens et ces comportements positifs, esprit d'équipe, comment on peut fédérer, communiquer aux gens. Et ce genre de mindset, on peut le voir avec le sport et aussi dans les situations d'entretien dans le business. Donc, on essaie de regarder ça. Je comprends. J'aime bien comment dire, ta métaphore sur le pont, où tu construis le pont et tu traverses en même temps la rivière. Oui, c'est ça. C'est un peu le en même temps de réussir à faire deux choses et qui paraissent antinomiques. Action. Pas d'être un spectateur. Il faut des expertises et c'est pas forcément la différence, mais être toujours en action et jouer et être dans le jeu, c'est très important. Et aujourd'hui, donc dans l'entreprise, dans le groupe Decathlon, vous êtes 100 000 collaborateurs, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Avec combien de magasins au niveau mondial? On a plus de 1600 maintenant, partout dans le monde. D'accord. Et comment on fait justement au niveau culturel et au niveau, parce qu'il y a des objectifs de business à tenir, Est-ce que tu trouves que la culture, toi qui es là depuis combien de temps tu disais chez Decathlon? 25 ans. Depuis 25 ans, est-ce que la culture a beaucoup évolué, changé entre le jour où tu es arrivé et aujourd'hui? Et si elle a changé, pourquoi? Pour quelles raisons? Oui, je pense qu'il y a forcément des changements. Avec cette agilité, il ne faut pas rester dans les dogmes. Oui. Et c'est clair que on a vraiment envie de devenir de plus en plus moderne. On vient de lancer notre nouveau marque Decathlon et on pense que c'est le bon moment d'exprimer que on change, on est prêt à changer. Donc forcément la culture change. On ne veut pas rester 100% local. On sait qu'il y a vraiment des choses globales comme la partie planète, la partie digitale, qu'on peut jouer aussi très très fort ensemble. Donc
on essaie de trouver le bon équilibre pour ça et exprimer que Decathlon, c'est une entreprise qui encourage les gens vers le sport. Et on a beaucoup de produits dans chaque sport, juste pour commencer à découvrir le sport. Mais on a des produits comme le vélo de Van Rysel, mais il y a beaucoup d'innovations. Et on veut exprimer que, oui, on est une entreprise avec ces produits plus techniques. Oui. Et on attire des talents de l'externe au niveau design, au niveau de performance, au niveau des produits, pour être vraiment, on les appelle les 500 et les 900. Le 900, c'est le plus technique. Le 500, c'est entre les deux. Oui. Et le 100, c'est l'entrée de gamme. OK. Et maintenant, on a de plus en plus de sports qui sont au niveau 500. On a des vélos de tout-terrain, le VTT, le vélo de route. Mais il y a aussi, dans pas mal d'autres sports, cet investissement. Et forcément, ça change en interne notre façon d'aborder le client et aussi la culture. Donc, on ne reste pas fixe sur ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui va... tu parlais justement du lancement de la nouvelle plateforme de marque, mais qui est beaucoup plus que ça. Selon toi, qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui va bouger? Alors, tu parlais de la technicité des produits qui devenait de plus en plus haute en termes de technicité et de qualité. Comment tu penses que la culture et que l'entreprise va évoluer et quelle est un peu la vision et tu m'avais invité au lancement de la nouvelle plateforme, j'étais très, très heureux d'être là. Est-ce que tu peux en dire quelques mots de votre vision, de comment ça va se passer entre l'entreprise que connaissent les Français de Decathlon, qui est une love marque, et ce qu'elle est en train de devenir? Oui, je pense qu'on veut partout dans le monde, on croit on est vraiment sur la ligne de départ chez Decathlon pour le monde. OK. On est bien sûr bien connu en France. Et je pense qu'il y a cette love brand. On est un distributeur, mais on est aussi un concepteur de produits. Oui, tout à fait. Et peut-être on est parfois connu comme distributeur. Oui. Et on veut devenir une marque de sport globale. OK, une marque de sport globale. Okay. Et comment on peut donc le faire? mondial. Oui, tout à fait. Et montrer aussi que au niveau de notre conception et nos produits, on peut orienter partout dans le monde avec un storytelling, une histoire, une expression de qu'est-ce que c'est Decathlon. De bien garder certains éléments, mais en même temps de jouer un peu le balancier. Oui, tout à fait, encore. OK. Ouais. Et une super opportunité. On est dans 65 pays. Dans certains pays, on a peut-être juste une petite activité, mais on montre que oui, il y a beaucoup de potentiel en ce moment. Donc, et cet élément d'exprimer c'est quoi Decathlon, cette marque globale de sport, il y a un élément de découvrir le sport, mais c'est beaucoup plus que ça. Chaque pays peut choisir des produits très, très pertinents pour exprimer le vrai Decathlon. OK. Lors du lancement de la nouvelle plateforme de marque Decathlon, tu as dit dans ton discours une phrase que j'ai adorée, « We are ordinary people doing extraordinary things ». Et je trouve que dans la culture de Decathlon, c'est vraiment quelque chose de puissant, puisque le collectif est plus fort que l'individuel, avec de l'humilité et que l'ego n'est pas là. Est-ce que tu veux rebondir sur ça? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'adore cette expression et je sais qu'avec le lancement de la marque, j'ai reçu plein de messages des gens de Decathlon. Et on est très inclusif et il y a des gens en Inde que j'ai vus sans abri qui ont commencé à travailler chez Decathlon. On les aide et leur potentiel, c'est juste incroyable. On voit qu'ils ont la motivation d'apprendre et à la fin, ils font des choses très, très extraordinaires. Et moi, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? J'ai travaillé dans le magasin pendant 6 ans pour bien comprendre qu'est-ce que le client apprécie et veut. Et j'ai vu plein de gens qui se battent tous les jours et qui se lèvent très tôt et qui parlent tard le soir. Et
juste au intérêt pour leur entreprise et pour le client. Donc, cette expression, je pense que c'est très apte. Ok. Merci beaucoup, Steve. Alors, si maintenant je te pose une autre question, Decathlon donc, est une entreprise familiale. Est-ce que tu peux raconter en 2 mots l'histoire de Decathlon et en quoi le fait que ce soit une entreprise familiale va influencer sur la culture de Decathlon et sa façon de fonctionner, peut-être par rapport au temps long? Oui, je pense que ça, c'est une des choses, d'avoir cette vision de long terme avec la patience. Quand j'étais nommé leader pay de Decathlon en 2008, c'était la crise. Et il y avait pas mal d'entreprises étrangères à ce moment-là qui se fermaient tout de suite parce qu'il y avait un marge qui baissait, un taux de change, le livre sterling contre l'euro qui baissait aussi. Mais d'avoir cette patience et de donner confiance. Donc, chaque famille, je pense qu'il y a un élément de confiance. Chez nous, c'est la confiance a priori. D'accord. On m'a donné ma chance, mon occasion de jouer en Angleterre avec beaucoup de confiance et un esprit de partage. Je pense qu'il y a certains éléments avec la famille qui sont à long terme, de bien partager et de donner confiance vers le futur et vers les hommes. Ok. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, avec le pragmatisme aussi du court terme, le 5 mm, ou les 5 prochaines minutes et les 5 prochaines années. Oui, c'est ça. Et Michel Leclerc, il aimait bien. C'était un honneur quand il a visité mon magasin, quand j'étais directeur de magasin, c'est le fondateur. Oui. Donc tu le connais un petit peu, tu as passé du temps avec lui? Oui, et je pense qu'il vient de passer son anniversaire. Je l'ai vu il y a 2 semaines, 85. Il a toujours la passion pour le client. Il a toujours des idées. C'est un visionnaire. Oui. Mais quand il est venu dans le magasin, on a passé presque 2 heures devant 3 mètres linéaires, juste pour comprendre la technicité du produit, le merchandising, comment on peut améliorer ça et cette expérience pour le client. Mais en même temps, il parlait des idées à 5 ans, 10 ans, même à 20 ans. Il parlait du marketing, communication. Il a dit, et c'était en 2003, il disait, je vois dans le futur que nos clients vont parler pour nous. Et on peut réduire le coût de communication. Parce qu'ils sont vraiment des ambassades. Et on voit des influenceurs maintenant des ambassadeurs, qui font ça partout. Donc, il avait toujours cette vision à long terme, mais une préoccupation assez intense pour le 5 mm. Ok. Et si tu avais, en quelques mots, à définir le mindset de Michel Leclerc, tu pourrais le décrire? Visionnaire, mais... Oui, je crois que tout ce qu'on voit dans la culture de Decathlon, il y a beaucoup de choses qui viennent de Michel. D'accord. Et comme j'ai dit, on change des choses au fil de l'eau. Oui. Mais c'est clair que Michel, il a beaucoup donné dans ses contrastes, sa façon de faire le leadership et le management. La bienveillance et l'exigence, parce qu'il disait toujours le client est exigeant. Oui. Le fait qu'il voulait vraiment absolument qu'il y ait une décision dans un périmètre précis pour tout le monde, près du client, et d'avoir une efficacité au niveau des frais pour avoir une accessibilité au niveau des produits. Donc, comment on peut trouver ces contrastes prix techniques encore, même si c'est un produit hyper technique, le 500, la gamme 500. Donc, je pense que cette façon de voir le monde qu'il incarne toujours a une influence sur la culture de Decathlon. Ok, très bien. Et donc, avec ce nouveau développement, il y a quand même une équipe de leadership dont tu fais partie, qui est arrivée il y a 2-3 ans maintenant, oui. Avec plusieurs personnes forte au sommet de Decathlon dont tu fais partie. La CEO, c'est Barbara Martin Coppola, Coppola, qui a
qui est passée, si je me souviens bien, par chez Ikea, où elle était au e-commerce et Google. Et Samsung, oui. Ce qui en dit bien sur la volonté de Decathlon d'aller plus vers le digital, peut-être aussi, et le e-commerce. Oui, mais Barbara, elle apporte plein de choses et je pense que c'était vraiment un super timing. Oui. Parce que, oui, bien sûr, il y a des opportunités digitales, omni, avec un client qui cherche d'autres choses. Mais je crois que Barbara, elle a cette attitude customer-centric. Oui. Elle a aussi des valeurs et un comportement qui match très, très, très bien chez Decathlon. D'accord. Et elle vient avec quelque chose. Donc, avec un esprit d'aller vite, de changer des choses, de oser. Et je crois que c'était vraiment un bon timing. Donc, il y avait un élément d'alignement de certaines choses, mais elle vient avec une autre expérience, une autre façon de voir le monde. Et c'est une super opportunité. OK. Puisque tu parles d'une autre façon de voir le monde, c'est une bonne transition pour que tu nous parles de l'Inde, du pays que tu as dirigé pendant plusieurs années, oui. et là où on a eu la chance de se connaître à l'époque. Exactement, ouais. Donc tu as passé combien de temps en Inde déjà, Steve? J'ai passé 8 ans en Inde. J'ai commencé en 2013-14 à Delhi. Ouais. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais. Et il y avait combien de magasins à ce moment-là quand tu es arrivé à peu près? Il y avait moins de 10. De mémoire, on avait un petit chiffre d'affaires de à peu près 10-15 millions. 10-15 millions avec une dizaine de magasins? Oui, tout à fait. Ouais. Et 8 ans après, quand tu es parti, il y avait combien de magasins? Maintenant, on a 125 magasins, plus de demi-milliard de chiffre d'affaires. Et ouais, c'était juste une opportunité. J'avais la chance. C'était un moment clé dans ma vie, une aventure professionnelle et personnelle. Oui. Avec une croissance de chiffres presque tous les ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué en Inde quand tu es arrivé et comment tu as senti à la fois, parce que tu es parti avec ton épouse, au début tu étais tout seul, je me souviens, ensuite elle t'a rejoint. Qu'est-ce qui t'a frappé en Inde et qu'est-ce qui personnellement t'a frappé et comment si on parle par exemple de tes 12 premiers mois en Inde, comment tu as vu le pays par rapport à tout ce que tu avais appris et c'était quoi tes premières impressions? Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et comment tu as évolué toi-même dans cet environnement très très différent? Oui, et c'est clair qu'au début, et peut-être comme tu as découvert aussi, il faut un peu de temps juste pour calibrer à l'Inde. J'ai dû réapprendre beaucoup de choses. Donc, c'était un moment important parce que j'avais des premiers succès, réussites en Angleterre et en France en tant que chef de produit. Et dans la tête, peut-être j'avais un mindset que je maîtrisais. Oui. Il faut rester très humble en Inde. Il faut réapprendre pas mal de choses. Et je crois qu'il y a beaucoup de différences avec le mindset et la façon que les gens voient le monde. Je crois en Europe, c'est un peu comme l'acier. Oui. Les réunions sont bien organisées, assez rigides. Les autoroutes sont bien droites. Oui. On va assez rapidement en clash. Oui. Et c'est un peu comme l'acier. Et en Inde, c'est un peu comme l'eau. Il y a tout qui coule. Si la route est bloquée, on va faire un U-turn et on peut monter sur le trottoir. Parfois, à la réunion, il n'y a pas un agenda fixe, mais on arrive quand même à faire des belles choses. Et les gens, ils n'aiment pas devant les autres d'avoir ce genre de confrontation et de clash. C'est une sorte de... c'est embarrassant. Embarrassant, vers eux. S'il y avait un friction entre les gens, j'ai vu qu'il y a certains qui fait le tour de magasin pour éviter ce genre de confrontation. D'accord. Et ça coule, un peu comme l'eau. Ok. Et donc, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il faut un peu désapprendre ce qu'on a appris en Europe pour être capable de comprendre le mindset des Indiens. Et de s'adapter et de construire avec eux. Comment tu définirait le mindset des Indiens, du coup? En fait, il y a beaucoup de choses similaires et différentes. Et c'est pour ça que ça s'appelle Incredible India. Oui. En fait, l'Inde, c'est 27 États, States, et c'est comme 27 pays. Oui. Donc, il y a vraiment des différences entre les deux. Donc, on a essayé un peu de
de détailler quels sont les éléments communs. Et c'est un peu comme un arbre dans le nord, en Inde. C'est très aride. Très sec. Et donc, même si le tronc est similaire, l'arbre est complètement différent. Oui, le tronc est le même entre le nord et le sud. Oui, tout à fait. C'est très aride dans le nord. Delhi, et le sud, il y a beaucoup d'eau, dans le Kerala, etc. Tout à fait, oui. Et dans le sud, dans le Kerala, il y a beaucoup d'eau. Et après, l'arbre est complètement différent. Donc, on a essayé de jouer avec les équipes. Quels sont les éléments communs? Quel est le tronc commun? Mais de laisser vraiment cette autonomie de faire des choses différentes, parce qu'il y a des langues différentes, il y a des sports différents, il y a un écosystème et un météo complètement différent. Et ça, en fait, ça libérait beaucoup d'énergie à la fin. Et c'est une des clés de réussite de mon projet et de notre projet en Inde. Mais ce qui, moi, m'a fasciné aussi, c'est que les Indiens sont très price sensitive. Ils préfèrent acheter moins cher quelque chose qui va faire à peu près le job que quelque chose de parfait qui va coûter beaucoup plus cher. Oui. Et vous avez réussi en Inde à produire localement à des coûts extrêmement bas. Tout à fait. Pour réussir à proposer aux Indiens, aux Indiens moyens, entre guillemets, pour qu'ils puissent acheter ce produit. Comment vous avez fait ça? Parce que c'est quand même assez étonnant, quoi. Oui. Dès le départ, on a investi assez fortement dans la partie production. Oui. Par rapport à l'Europe, il y a une partie de la production en Asie. Oui. Il y a vraiment une opportunité d'avoir la production dans le même pays. Okay. On peut raccourcir les chaînes de valeur et aussi pour la partie planète, recycler pas mal de choses. Donc ça nous a aidé aussi. Cet esprit de frugalité et de créativité, ils ont un mot qui s'appelle le jugaad. Oui. Et chez Decathlon, on a une expression qui est faire du beurre avec de l'eau. Et faire du beurre avec de l'eau. Faire du beurre avec de l'eau. Ouais. Et cet esprit de jugaad, c'est vraiment similaire. Et avec moins de choses, il crée des solutions, il trouve une façon d'arriver et de faire. Oui, alors jugaad, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est l'innovation frugale. C'est Naviraju, c'est comment faire plus avec autant ou faire autant avec moins. Exactement. Et je pense que là, ça a dû beaucoup te parler. Ça nous a aidé avec les best frais et de les challenger. On veut la même qualité, la même durabilité, le même produit, mais avec des coûts moins chers. Ouais. Et même au niveau de magasins, parce qu'on a vu que beaucoup de distributeurs comme Tesco, Carrefour, ils sont venus, ils ont fait un copier-coller de le concept d'Europe avec des investissements très très importants. Mais 3 ans après, au niveau de supply, au niveau de rentabilité, ça ne marchait pas. Okay. Donc, on a un magasin qui est plutôt de 2000 m² par rapport à 4000 en moyenne en Europe. Il y avait même des magasins avec un système de clim beaucoup plus frugal qui marchait très très bien, moins de modèles et des innovations avec les équipes pour leur entreprise pour qu'on peut faire la croissance après. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Ça veut dire que vous êtes adapté, tu parlais de l'arbre tout à l'heure avec les feuilles et les branches. Ça veut dire qu'il y avait différents types de magasins et de tailles de magasins en Inde pour s'adapter avec les besoins locaux des 27 pays différents qui consomment différemment. C'est bien ça? C'est bien ça. Il y a, comme toujours, des éléments communs et aussi des équipes qui sont des experts dans chaque domaine. Mais vraiment, la réponse client à un écosystème local, ça reste en Inde très, très local. Et de matcher les deux, ça nous mène vers un modèle qui marchait très très bien et qui marche toujours. Sachant que c'est un marché qui explose complètement. Je me souviens, j'avais été étudiant dans les années 2000 à Bombay et sur la plage de Juhu Beach,
il y avait personne. Et quand on avait fait la Learning Expedition avec l'AFM à l'époque, on voyait tous ces gens qui faisaient du jogging avec pas mal de produits Decathlon. Donc c'était incroyable. Et les équipes, ils ont ce rôle important. Premièrement, c'est améliorer le taux de participation dans le sport. C'est à peu près 5% aujourd'hui. Toujours, je pense que ça change petit à petit, mais d'arriver à 6-7%, on parle de 1,4 milliard d'habitants. Et comment on peut, avec les prix, le rendre accessible pour tout le monde dans la communauté locale. Dans chaque communauté, il y a une population qui a beaucoup moins d'argent, sont sans abri. Et les équipes, ils sont engagées chaque semaine pour faire du sport avec les écoles localement et de baisser le prix si c'est possible pour encourager les gens d'acheter. Et ça, c'est avec un sens très, très important. J'y croyais et les équipes aussi. Oui, il faut y croire aussi pour travailler dur et y arriver. Et donc maintenant que tu t'occupes finalement, que tu es country leaders, donc tu te balades beaucoup, tu connais bien la Chine. C'est quoi la différence de marché et peut-être de mindset des Chinois ou de la culture chinoise par rapport à la culture indienne? Je pense que ça n'a absolument rien à voir. Comment sont les points de vente là-bas et vous avez eu quelle stratégie là-bas? Oui, je pense que c'est très impressionnant ce qui se passe en Chine en ce moment avec la vitesse. Je suis allé à Beijing avant Covid. Et depuis Covid, j'ai passé pas mal de temps à Beijing, à Shanghai. Au niveau de distribution, c'est la vitesse, la façon de travailler des longues heures avec un cible d'aller vite. On dit en interne, c'est China Speed. China Speed. Et au niveau de distribution, il y avait une période avec les pure players qui étaient Alibaba, Tencent. Mais maintenant, il y a une sorte de disruption de ça avec un modèle omni. Omnicanal. Omnicanal. Avec plusieurs canaux de distribution. Et des relations clients avec des équipes aussi, avec la partie digitale. Un bon exemple, c'est Luckin Coffee. Ils ont vu une opportunité que, les gens, ils ne veulent pas passer beaucoup de temps dans le café, mais ils veulent commander, prendre le café et aller au boulot. Donc, ils ont un concept où il y a la partie humaine au service très, très rapide, avec une façon de commander 5 minutes avant, d'avoir le café très, très rapide. Et je pense que ce genre de concept, il y a une sorte de disruption, et ce n'est pas que Alibaba maintenant. Il y a aussi des autres façons de livrer des magasins, de servir, de créer des relations. Même nous, chez Decathlon, on fait avec une plateforme qui s'appelle Douyin, une sorte de vente en live. Il y a des... Où ça, en Chine? En Chine, à partir du magasin. Donc, il y a des périodes de 15 minutes. Il y a 40-50 000 Chinois qui regardent nos gens à Shanghai. Ils passent des questions en real time. On a la production locale. Ils disent, est-ce qu'on peut avoir ce produit en bleu? À quel timing? Et une sorte de live shopping. Incroyable. Consommation en direct. Donc, il y a cette relation avec une expertise d'un vendeur local et une interaction avec le client digital pour une réponse avec la chaîne de valeur très, très rapide. Donc, ce genre de choses en Chine s'accélère et on pense que c'est très pertinent pour les autres pays. Et peut-être un dernier mot sur la seconde main. On a beaucoup entendu parler chez Decathlon justement de... Alors, il y avait le Trocathlon à l'époque que nous, Français, on a connu. Vous étiez très avant-gardiste sur le sujet. Aujourd'hui, quelles sont vos positions? Et vous avez été avant-gardiste. Vous en êtes où sur le marché de la location ou de la seconde main? Parce qu'on a entendu pas mal parler de ce genre de choses récemment. Oui. Et là, il y a vraiment cet océan bleu. On croit qu'on est très, très pertinent. En fait, l'aventure commence après les caisses pour nous et surtout pour certains produits comme les vélos. On sait que
dans le garage de chacun. Il y a, avec des enfants, il y a des vélos, des chaussures de trekking, les tentes. Oui. Et on croit que c'est un business model tout d'abord, très important, mais c'est bien pour la planète. Oui. Donc, le premier challenge, c'était comment on peut encourager les gens de revenir avec le produit. Et après, comment on peut, avec un prix accessible, les vendre. Donc, de plus en plus, on a des modèles qui marchent de mieux en mieux. Le pourcentage, ce chiffre d'affaires monte chaque année à 2 chiffres. C'est plus de 400 millions d'euros en ce moment. Et on croit que... En location ou en seconde main ou en rachat En fait, en totalité. Donc, il y a dans nos ateliers la réparation. Oui. Il y a aussi deuxième vie. Il y a location. Mais en fait, l'atelier était toujours historiquement assez important chez nous. Oui, je me souviens. Mais c'est plutôt le recyclage, le deuxième vie, qui s'accélère en ce moment. Il y a un élément de buyback, donc le produit revient, on donne un prix au client, ou bien un voucher, un bon pour acheter quelque chose, un produit neuf, et on vend dans le magasin. Petit à petit, on accélère aussi la partie digitale, on cherche des partenaires. Et devant nous, on croit qu'il y a vraiment une notion bleue. L'aventure commence après les caisses. Et, ça, c'est un bon concept. C'est un slogan qu'on veut plus. L'aventure commence après les caisses. Ouais. Excellent, excellent. Mais bravo d'avoir réussi à craquer ce business model qui est bon pour la planète. Et si vous avez réussi à le craquer, c'est énorme parce que dans le garage des familles, il y a des paires de skis, des cerfs-volants, des raquettes, des tables de ping-pong, etc. Tout à fait, oui. On reste assez humble, beaucoup d'humilité. On est sur la ligne de départ. Et cet esprit, cette mindset de toujours chercher mieux et toujours rester très humble, c'est important. Donc, comme il y a cette océan bleu... océan bleu, ça veut dire un marché nouveau et un peu illimité. Potentiel, voilà. Et le potentiel et la saison est devant nous. D'accord, ok, très bien. Alors j'ai une dernière, merci beaucoup Steve, j'ai une dernière question à te poser qui est plutôt peut-être un point de vue, un conseil ou un point de vue que tu aimerais partager avec ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent pour terminer ce super entretien. Merci beaucoup. Ouais, donc merci pour l'entretien et les questions, mais je crois qu'en le leadership, parce que un leader, c'est tellement important dans une entreprise. Et c'est quoi vraiment la définition de leader? Déjà, les gens te suivent. Oui. Mais il y a beaucoup plus que ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de bouquins sur le sujet. Moi, je pense que tu ne quittes pas une entreprise, tu quittes souvent un leader ou un manager. Je suis d'accord. Hein. Et je crois que la posture de leadership, on l'apprend tous les jours. Encore une fois, on est sur la ligne de départ parce que dans l'équipe, il y a des caractères différents. Oui. Et chaque fois, peut-être le conseil, chaque fois qu'il y a un problème, et c'est normal, il y a des problèmes humains, il y a des problèmes économiques. C'est pas que la croissance verticale chaque fois. S'il y a vraiment un problème, la première chose, un leader, ils doivent se regarder dans le miroir. Mais la tentation, c'est de mettre le blâme vers les autres et dire c'est pas moi, c'est les autres. Et après, si ça va très très bien, la première chose, il faut regarder dans les fenêtres. Et pas le miroir. Et aux équipes et les féliciter. Et je pense que ces deux éléments ensemble, c'est bien. Et toujours apprendre pour les gens, pour que les gens te suivent. Merci beaucoup Steve de ta présence. C'était passionnant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les bonnes plateformes. Merci à tous. À bientôt.